Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fragal pour une nouvelle émission. Très très content de vous retrouver en cette saison 2026, en cette année 2026. La saison 2026 commence bientôt et on enchaîne. Voilà, ça y est, nos émissions preview mercato de l'année. Voilà, on a eu il y a quelques jours la première émission sur la Red Bull Gros. Merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui ont commenté et ça continue parce qu'aujourd'hui on va faire une deuxième équipe. Alors, au début, on s'est dit sur les émissions Mercato, on n'allait pas en parler. Et puis finalement, on s'est dit quand même si le Mercato est pas hyper agité, c'est quand même une équipe majeure de la saison, donc il va falloir qu'on en parle. Je parle évidemment de la très très petite équipe de 3e division UAE, n'est-ce pas Nico, qui m'accompagne aujourd'hui. On va parler d'une petite équipe, donc ça devrait aller assez vite parce que on connaît pas trop les coureurs. Exactement, une nouvelle formation qui arrive dans le peloton. Bonjour Titien, bonjour Simon, bonjour à tous. Merci d'être toujours à l'écoute de Radio Fringale. Et aujourd'hui, on va parler effectivement du Real Madrid du vélo, comme tu l'avais dit, les Galactiques du AE. Voilà, tout à fait. Simon, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette équipe? Ça te dit quelque chose? Vaguement. Après, voilà, il y a beaucoup d'initiales, UAE, AEU. Bon, c'est des voyelles. Mais l'important, c'est justement d'apprendre à connaître ces coureurs parce que quelque chose me dit que ils vont avoir quand même une importance en 2026. Ça va être l'année de l'éclosion de cette équipe. Tout à fait. Bon, évidemment, on parle de l'équipe, la première équipe mondiale, hein. Celle avec les meilleurs coureurs, avec le meilleur coureur du siècle, peut-être de l'histoire. Voilà, bon, ça c'est d'autres débats. En tout cas, on va faire aujourd'hui, on va parler du mercato de cette équipe et faire un petit peu une projection sur l'année 2026, voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, avant toute chose, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner, ça nous fait super plaisir si vous suivez Radio Fringale. On est à près de 4200 abonnés, donc voilà, la chaîne fait que monter d'année en année sur les plateformes de podcast aussi. N'hésitez pas à nous écouter parce que on y est très présent, Apple Podcast, Spotify, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Émiratis, à nos coureurs de l'équipe Emirati. Les gars, pour cette émission de Mercato, je vous propose, comme on a fait sur l'équipe Red Bull Gros, de vous replonger un peu dans l'année 2025 et de donner votre note pour la saison 2025 de cette équipe. Alors je pense qu'on va être assez uniforme sur la note qu'on va donner. Simon, je vais te laisser donner ta note. Ouais, que dire de cette fameuse petite équipe qui a battu le record de succès sur une saison dans l'histoire du cyclisme, avec un Pogacar quasi invincible, mis à part peut-être sur les chronos finalement, et sur le terrain de Van Der Poel où il est encore un tout petit peu en dessous. Mais voilà, ces équipiers, ils sont au niveau de nombreux leaders dans d'autres équipes. On a quasiment tout gagné. Donc en fait, c'est difficile de réclamer plus pour cette équipe, si ce n'est peut-être un deuxième grand tour, parce qu'au final, ils en ont gagné qu'un. Mais franchement, c'est du chipotage. Ça reste une équipe qui archi domine le peloton. Et pour moi, c'est aller à 9,5 sur 10 si je prends en compte le fait qu'il n'y ait qu'un seul grand tour. Nico, pareil? Ouais, pareil, 9 sur 10. 9 sur 10, je veux dire, la marge de progression est tellement faible, ils sont tellement historiques. Alors, si on chipote, effectivement, on fait 9 sur 10, parce que difficile de donner un 10 sur 10, effectivement, on pourrait dire, oui, alors il n'y a pas de deuxième grand tour. Il y a le cas Ayuso, on va peut-être y revenir, effectivement, le cas Ayuso, c'est peut-être une ombre au tableau, même si finalement, il a quand même gagné plein de victoires d'étape, donc en fait, c'est un point négatif, mais en fait, ton plus gros point négatif d'un point de vue ambiance d'équipe et comme ça, en fait, il te rapporte plein de succès. Donc c'est difficile de trouver la petite bête. Almeida fait une super saison. Bon, Pogacar, on n'en parle même pas. Magnifique célébration de retraite de Maïka. Enfin bref, 9 sur 10. Et encore, si c'est en chipote, parce que là, si vous mettez 10 sur 10, je peux vous comprendre, parce que quelque part, il n'y a que la victoire qui compte. La manière, c'est important, mais la victoire aussi. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas d'équipe qui ont gagné plus qu'eux, même dans l'histoire du cyclisme, donc sur une saison. Donc bon, 9 sur 10 et en étant sévère, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, ce sera 9,5. Je peux pas mettre 10 sur 10 parce que, comme l'a dit Simon, il y a qu'un grand tour et il y a cet échec du Giro. Même si, voilà, ça, on va pas résumer du tout la saison à ça. C'est pour ça qu'on met 9 sur 10. Moi, je mets 9,5 parce qu'il y a ce petit échec. Et puis, j'enlève aussi un dixième parce que
parce que Yann Christen, il court vraiment n'importe comment. Je suis désolé, Nico, mais il va falloir qu'il Mais je achète un sais, petit mais peu je plus sais. Mais un cerveau. Voilà. catastrophe. Non. En vrai, franchement, à part l'échec du Giro, j'ai l'impression que tout le monde a eu à manger dans cette équipe, hein. Même les équipiers qui font le travail toute l'année, Marc Soler qui va taper sa victoire d'étape habituelle sur la Vuelta, Florian Vermeersch 4e de Paris-Roubaix, Molano qui allait chercher des victoires, Morgado qui gagnait tout en début de saison, McNulty qui a pas trop gagné finalement en fin de saison, il gagne tout. Voilà, même Ayuso, où on dit que sa saison elle est ratée, il a gagné au moins Je il te a dis, quoi, il y a des étapes. trois victoires d'étape sur les grands tours quand même, hein. Donc voilà, bon, enfin voilà, c'est quasi parfait. Ce que je vous propose les gars, c'est que dans l'année on fasse un top 10 écrase les pédales des plus grosses armadas du siècle et on verra où on place cette équipe UAE là-dedans, mais à mon avis elle sera très très bien placée Tu parles des UAE dans le 2025? dans le classement. Oui, voilà. Donc 97 victoires, hein. C'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà. Mais la question va être maintenant de se demander si cette équipe peut faire mieux, au moins déjà aussi bien en 2026 et pourquoi pas encore mieux. Et pour ça, Simon, bah, on va regarder un petit peu les transferts de l'année. Alors, grosso modo, UAE sur le mercato 2025-2026, on peut vraiment parler de stabilité. On n'a que 3 départs et 3 arrivées. Alors les 3 départs, bon bah forcément c'était un peu le tube de l'année, Juan Ayuso, ça fait 2 saisons que ça allait pas. On perd un très très gros coureur, hein, il faut pas se le cacher, de l'équipe UAE, mais est-ce qu'on gagne pas en cohésion d'équipe? Peut-être. Après on perd un Alessandro Covi et un Rafael Maika qui part à la retraite. Maika c'est un petit, c'est une perte qui peut faire mal, notamment en tant qu'équipier, parce que c'est quand même encore une fois son Giro cette année, son Tour de Lombardie là, enfin c'est l'équipier modèle mais très Capitaine de très route, fort ça. également, donc c'est quand même une perte, mais derrière bah voilà on renforce. Alessandro Covi il part, bah on prend un mec qui ressemble un petit peu à son profil, Benoît Cosnefroy, qui va sûrement les terroriser un petit peu toutes les courses de deuxième division. On fait venir aussi Kevin Vermeer, qui a un peu raté sa saison 2025, mais vu sa saison 2024, qui peut être un équipier très polyvalent sur tous les terrains. Et puis bah, la pépite, hein, Adria Pericas, 19 ans, excellent grimpeur, hein, qui jouait avec les meilleurs sur le Giro Next Gen, et voilà qui sera sûrement dans la lignée des Del Toro, des Pablo Torres ces dernières années, encore une pépite de plus chez UAE. Donc Simon, est-ce que le mot stabilité est un bon mot pour résumer le faible mercato finalement de l'équipe UAE? Une phrase toute simple hein, qui résume un petit peu ce mercato, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, je pense que c'est la plus belle démonstration. Finalement, tu te débarrasses du seul mec un peu problématique qui certes te rapportait quelques succès, mais qui nuisait au collectif. Donc finalement, l'équipe ressort plutôt gagnante du départ d'Ayuso. Et puis voilà, derrière, tu gardes évidemment Pogacar, tu gardes Almeida, tu gardes Del Toro. T'as tous tes jeunes pépites qui peuvent continuer, Morgado, Christen, Torres, maintenant Pericas, donc qui vont tous se développer, qui vont devenir de plus en plus forts. Franchement, pour moi, ce mercato, en fait, même si il s'est pas passé grand-chose, c'est un 10 sur 10, parce que des fois, le meilleur mercato, c'est de ne pas en faire, justement. Quand ton équipe fonctionne parfaitement bien, que le collectif est bien huilé, pourquoi vouloir tout changer? Il n'y a plus besoin d'accumuler des stars ou des leaders. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des sprinteurs, ni parce que c'est pas l'ADN de l'équipe. Et puis pas de course par étape, ni de classique parce que tu as déjà Pogacar qui fait les deux. T'as Almeida qui fait les courses d'une semaine. En fait, chaque coureur a déjà un rôle défini dans cette équipe. Et finalement, voilà, Cosnefroy et Vermeer, on va dire qu'ils viennent faire le nombre pour compenser les départs de Covi et de Maika. Alors oui, Maika, c'est une grosse perte, mais bon, étant donné que c'est un départ à la retraite, on va dire que c'est un peu le lot de toutes les équipes de voir certains de ces coureurs des fois s'arrêter. Donc voilà, pour moi, le mercato, il est parfait. Cosnefroy, c'est vrai que ça va être la petite interrogation côté français. Est-ce qu'il va vraiment se relancer ou être simplement un simple équipier? Bon, Pericas, ça sera une année de découverte. Et puis voilà, Vermeer, pareil, équipé très solide. C'est typiquement le coureur qui peut s'intégrer dans le collectif, dans le train UAE, même sur un Tour de France, sur un Giro. C'est peut-être pas la dernière rampe de lancement, mais ça serait une rampe de lancement. Donc pour moi, c'est un mercato, certes, assez peu mouvementé, mais parfait au final. Ouais, tout à fait, Nico, on est d'accord. Benoît Cosnefroy, il va gagner la Flèche Wallonne easy cette année. C'est trop ça. Non, alors effectivement, un super mercato et surtout ce qu'on n'a pas dit. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Simon et tout ce que tu as dit, Titien. Et en plus, le départ d'Ayuso,
en plus, dans une équipe qui regorge de talents, et notamment de jeunes talents en montagne, avec l'ajout de Pericas, mais qui va prendre un peu la place de Torres et Christon comme le jeune rookie, quelque part, qui débarque. Mais justement, pour ces Torres, Christen, Del Toro, bien évidemment, le départ d'Ayuso, ça permet de donner un peu plus de place, de donner des responsabilités, de donner des choses. Donc en fait, quelque part, on dit oui, ils n'ont pas compensé, d'un point de vue purement talent brut sur le transfert, tu dis ah oui, ils n'ont pas compensé Ayuso. Mais en fait, je pense qu'ils ont plus que compensé Ayuso avec la place que ça va laisser notamment l'aspect cohésion d'équipe dont on a déjà parlé, mais non seulement sur la place qui va être laissée en développement, comme leader sur des courses d'une semaine, pourquoi pas, comme plus de responsabilités sur des grands tours, etc., etc. Et puis évidemment, Mike Covey compensé parfaitement par Vermeersch et Cosnefroy, des profils absolument parfaits. Cosnefroy, comme je te l'ai dit, Titien, il va faire une petite razzia sur des courses, des classiques françaises, voire des classiques espagnols de début de saison, ou des classiques italiennes de fin de saison. Moi, je pense que le Cosnefroy va se faire très plaisir. Pourquoi pas jouer sa carte sur une course de moyenne importance dans l'année. Allez voir son interview qui a été faite par Cyclisme Actu lors du camp d'entraînement en Espagne. Elle est assez intéressante, où Cosnefroy explique que il était sans contrat et que UAE a reniflé la bonne affaire d'avoir un coureur de ce niveau-là, World Tour, établi à moindre frais, entre guillemets, sachant que pour eux, l'argent, c'est pas une question, comme on a dit. Et surtout, Titien, moi je pense qu'il y a un aspect qu'on sous-estime énormément, en plus de ce beau mercato, c'est les prolongations très maligne, avec un timing surtout que très maligne, je vais revenir dessus. Il y a les coéquipiers, Baroncini, Langen, Johansson, etc., qui reprennent une petite année. Langen, c'est peut-être sa dernière saison, 2026, il a 36 ans. On peut imaginer qu'il va gentiment arriver vers la fin de sa carrière. Les grosses chartners qui en reprennent 2 jusqu'en 2027, comme Tim Wellens. Là aussi, c'est des coureurs établis, dont on sait ce qu'ils valent, et on les garde 2 saisons en attendant de voir comment l'équipe évolue. Et surtout les lieutenants, les co-leaders, Almeida et Adam Yates en 2028, ça veut dire que tu te sécurises les meilleures saisons encore d'Almeida et pourquoi pas d'Adam Yates, qui peut encore offrir des bons services. Et 2028, c'est très intéressant comme temporalité, parce que 2028, c'est dans 3 saisons, et on peut imaginer que dans 3 saisons, les rôles d'Almeida et d'Adam Yates seront parfaitement compensés par, si tout se passe bien, par le développement des jeunes talents qui ont actuellement 20 ans, mais qui en auront 23, 24 à ce moment-là. On a parlé, les Pablo Torres, les Christen, Del Toro, c'est déjà un leader, donc voilà, mais pourquoi pas le petit Pericas et tout. Donc là, ces coureurs-là, s'ils se développent bien, auront du coup la place qui est actuellement dévolue à des Almeida et des Adam Yates, sachant que, Titien, je termine par ça, en 2028, en tout cas on l'espère, on peut imaginer que le patron soit encore très en forme. J'espère qu'il sera en forme. Les Émirats, ils sont en train de construire un parcours pour lui avec des montagnes artificielles. Donc, les mecs, ils retournent leur pays pour lui. Il a intérêt d'être encore en forme. Il y a des JO, il me semble, à Los Angeles à cette période-là. Donc, oui, je pense que voilà, il sera peut-être dans les derniers gros objectifs de sa carrière, mais je pense qu'il sera encore là. Non, difficile de ne pas mettre une bonne note. Je mettrais 8 sur 10 au mercato parce que Ayuso, c'est une perte qu'il leur fallait parce que ça marchait plus dans un sens comme dans l'autre. Il nuisait au collectif et en même temps, j'ai l'impression que l'équipe UAE, son fonctionnement, ça nuisait à la performance de Juan Ayuso qui s'est un peu perdu ces 2 dernières années. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un départ gagnant-gagnant, mais malgré tout, on donne quand même à la concurrence un sacré adversaire, en tout cas un mec qui va pouvoir faire des super perfs. Donc voilà, mais sinon derrière c'est très stable et comme t'as dit, voilà, j'ai l'impression que de toute façon quand on a autant d'argent, on peut pas rater son mercato. Ils avaient besoin de pas grand chose, si ce n'est encore d'équipiers solides ou de mecs qui allaient briller sur les courses de seconde zone entre guillemets, et je pense que un mec comme Benoît Cosnefroy ou un mec comme Kevin Vermeersch seront parfaitement remplir ce rôle. Benoît Cosnefroy qui sortait d'une excellente saison 2024, qui a été embêté par des gros problèmes de santé en 2025. Je pense que chez UAE, on va le revoir lever les bras sur pas mal de courses. Benoît Cosnefroy avec son punch, s'il arrive à retrouver vraiment la pleine possession de ses moyens, je pense que voilà, ça peut être gagnant pour lui. Donc voilà, et puis comme tu dis, toutes ces prolongations de contrat, on a le présent avec les Pogacar, avec les Del Toro, les Almeida, on va reparler de ce trident juste après, mais on a aussi l'avenir. Del Toro, c'est le présent, c'est encore aussi l'avenir, il est tellement jeune, mais les Pericas, les Pablo Torres, les Jan Christen, voilà. C'est clair que le départ d'Ayuso libère de la place pour ses coureurs et va les inciter à rester. Donc voilà, c'est clair que l'équipe UAE, elle sécurise à la fois son année 2026 et
Et au-delà, donc voilà, le mercato ne peut être que réussi, même s'il n'a pas été hyper actif. L'équipe repart sur des très très bonnes bases. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le mercato avant qu'on parle plus en détail des programmes? Juste ce qu'on a oublié de dire, c'est que Vermeer, et accessoirement, il a que 25 ans. Donc, il Oui, fait oui. aussi partie donc, quelque part, si lui s'intègre bien, ça peut être un coéquipier pour les leaders du AE pendant de très nombreuses années. Et pourquoi pas reprendre des rôles qu'on avait vus, par exemple, de Covid, de Maïka, et pourquoi pas plus tard de coureurs qui aussi commencent à entrer dans l'âge, hein, des super coureurs comme Tim Wellens ou comme ça. Ben voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir des bons coéquipiers, des mecs établis en World Tour stable, et qu'un Kevin Vermeer qui a 25 ans ou un Cosnefra qui a 30 ans, ils ont encore bah voilà, c'est des coureurs qui sont dans la force de l'âge, donc ils ont encore plein de bonnes années à donner, et à eux de saisir l'opportunité d'être à UAE, parce que ben, quelque part, on a vu que ça bénéficie à quasiment l'ensemble des coureurs. Voilà. Tout à fait. Alors Simon, on parlera du programme précis de chaque coureur après. On va déjà regarder un petit peu la répartition des grands tours qui a été faite. Alors ils ont carrément communiqué sur quasiment leurs équipes complètes du Giro et du Tour de France. Donc je vous mets le visuel à l'écran. Donc Joe Almeida, lui, il sera envoyé et il l'a bien mérité après son excellente saison 2025 sur le Giro et sur la Volta avec un leadership. Et pourquoi pas l'ambition de gagner carrément ces deux grands tours. Et Tadej Pogacar sera accompagné un petit peu de son double Isaac Del Toro sur le Tour de France. Qu'est-ce que t'en penses de cette répartition, Simon? C'est plutôt intelligent, à mon avis. Autant le mercato, je suis vraiment convaincu, autant le programme, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été fait. Ah, Peut-être que vous êtes d'accord avec eux, mais disons que alors, Pogacar sur le Tour, évidemment, c'est une évidence pour aller chercher, égaler le record de 5 succès. Par contre, Del Toro, en fait, moi, je le voyais pas faire le Tour de France tout de suite, ou du moins pas avec Pogacar, parce que déjà, est-ce que après sa superbe saison, il a la capacité de se muer en lieutenant comme pouvait le faire ou comme peut le faire Almeida? C'est pas garanti, même si à mon avis, Pogacar c'est le patron et il sera fortement incité, mais j'espère et j'ai une petite crainte que ça puisse devenir, alors pas autant, mais un petit Ayuso, dans le sens où, écoute, ok, j'ai fait que deuxième du Giro, mais j'avais le Giro dans les jambes. Si je viens une première fois sur le Tour, c'est peut-être pour déjà montrer de quoi je suis capable. Donc j'ai peur qu'ils ne se mettent pas 100% au service de Pogacar. Et puis, d'autre part, je sais pas, pour un garçon comme ça qui justement n'a pas gagné le Giro alors qu'il devait le gagner, peut-être encore lui faire le Giro et peut-être la Volta, un enchaînement de 2 grands tours. Je trouve que ça aurait pas été si déconnant de dire ok, écoute, tu fais le Giro, tu gagnes le Giro, tu fais la Volta, tu gagnes la Volta, et puis derrière tu pourras faire le Tour de France avec Pogacar. Mais disons que justement dans la stratégie, tout à l'heure on en parlait il y a quelques jours sur Red Bull. Si on veut gagner les 3 grands tours, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure option qui a été choisie parce que Almeida, ok, c'est du solide, ça te garantit un podium, mais finalement, Almeida, ça n'a jamais apporté de succès. Et je me dis qu'un Del Toro en forme à 100%, c'est peut-être meilleur qu'un Almeida, en tout cas, surtout en 2026, il va avoir un an de plus, Del Toro, donc il sera sûrement encore plus fort. Et je me dis, si on voulait gagner peut-être au moins 2 des 3 grands tours, ça aurait été plutôt intelligent de mettre Del Toro sur au moins le Giro ou la Volta. Voilà, peut-être que mon analyse n'est pas bonne selon vous, mais voilà, je sais pas, je voir justement mini Pogacar courir avec Pogacar tout de suite, au lieu de justement le faire s'émanciper, parce que justement c'est probablement le successeur de Pogacar, vu que c'est à peu près le même profil. Le fait de le mettre tout de suite avec Pogacar, alors qu'il pourrait gagner d'autres courses avant, moi je trouve que c'est peut-être une année trop tôt. Voilà. Bon, écoute, je donnerai mon avis après. Nico? Je suis pas du tout d'accord, Simon. Moi non plus. Et vraiment. Et donc, non, alors, d'habitude, on est souvent d'accord avec Simon. Tu te conviens, Titien. Je suis plutôt d'accord avec Simon. Et là, je suis pas du tout d'accord. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Exactement. C'est le but de cette émission, c'est de pouvoir en débattre.
Et je vais expliquer pourquoi. Et même si ton point de vue s'entend, moi je vais essayer de défendre l'autre et je pense que Titien sera. Bon, on verra ce qu'il dira. Euh, Joao Almeida, il y a une question de galon et de hiérarchie dans l'équipe UAE. Comme vous l'avez remarqué, je vais commencer par Del Toro. Comme vous l'avez remarqué, Isaac Del Toro a beaucoup gagné l'année passée. Il a explosé au monde, il a démonté les classiques italiennes, il a fait un Giro renversant, même renversant pour lui lors du dernier week-end. Mais enfin, on a vu tout le potentiel du gamin. Et maintenant, l'étape, c'est de dire qu'il n'est pas genre en mode, bah oui, il a envie de gagner, il a envie de remporter des grands tours, mais c'est pas comme si on l'avait sevré de victoire et on lui a donné beaucoup de responsabilités, on lui a donné voilà, il a été bien mis en valeur, on l'a fait peu courir avec Pogacar. Del Toro, on a vu qu'il avait encore un souci, mais qui est totalement normal par rapport à son âge, c'est il doit apprendre, Del Toro, les jambes il les a, mais il doit encore apprendre à être un leader. Comment gérer, être un leader sur 3 semaines, comment être un patron, et justement dans cette idée de prendre la suite de Pogacar, en tout cas de pouvoir jouer sa carte sur des grands tours à l'avenir en étant seul leader. Parce qu'on rappelle sur le Giro, il était quand même lieutenant d'Ayuso et finalement ça s'est goupillé autrement et il a explosé. Quelle meilleure façon d'apprendre d'être un leader dans l'équipe UAE que d'apprendre auprès de Tadej Pogacar, dans plus sur lequel ce sera la dernière carte, donc il va être certainement bien placé au classement général, il pourra certainement jouer le maillot blanc, donc il y aura pas, il va pas non plus être totalement bridé. Mais il va apprendre, et puis surtout quand on voit comment il est encadré avec l'équipe là que vous avez sous les yeux, avec les Solaires, avec les McNulty, avec des super lieutenants, des mecs dont UAE est sûr que ça va bien fonctionner, tu te dis bon en fait on met un petit pétard dedans et on regarde comment ça se passe, mais quel meilleur moyen de le tester et de voir s'il rentre dans le moule UAE comme l'a fait un certain Joao Almeida. Et Joao Almeida, il est rentré, il a mangé son pain noir, il a fait les efforts pour Poggi quand il fallait, il a fait les efforts pour d'autres quand il fallait, il a montré que c'était un bon soldat, il a pris ses galons, il a fait une excellente saison l'année passée, et UAE a montré, le montre, et je pense pas que c'est que pour Almeida, c'est aussi pour les jeunes, il montre que vous êtes récompensés. Vous faites les efforts quand on vous dit de les faire, des fois vous vous mettez au service de l'un ou de l'autre, etc. Et regardez, Almeida, là, à 28 ans, il a le leadership sur le Giro, avec des jeunes, moi j'adore cette équipe du Giro, je vais tellement suivre UAE sur le Giro avec les Criston, les Torres, les Arrieta, ça va être génial. Et puis également sur la Vuelta, en disant tu as fait les efforts pour Poggi quand il fallait le faire, tu es rentré dans le rang quand il a fallu faire, tu as montré que tu avais du talent, tu es récompensé. Et je pense que c'est le message qui est envoyé à Del Toro. Del Toro, viens sur le Tour de France, tu vas apprendre à être un leader dans l'ombre de Poggi, tu vas voir comment Poggi fait, parce que bon, Poggi maintenant en termes de leader, je crois que c'est un peu, c'est un peu la référence de comment être un leader sur un grand tour aujourd'hui. Ça fait partie des 2-3 coureurs qui ont vraiment le pédigré pour le dire. Et pour terminer avec ça, Del Toro va apprendre d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en termes de leader. En tout cas, chez UAE, ils sont pas mieux. Et en plus, ils ont le truc en disant, vous avez vu, les Kristen, les Del Toro et machin. Bon, Del Toro, c'est le plus avancé de ce programme. Vous avez vu, vous apprenez, vous gagnez par-ci, par-là, vous faites vos trucs, etc. Et Del Toro, si Del Toro fait de la saison 2026 qu'on attend, c'est-à-dire avec des succès, et qu'il fait un Tour de France en étant le meilleur lieutenant de Pogacar, en jouant sa carte sur le maillot blanc et ce genre de choses, crois-moi bien que dès l'année prochaine, il y aura un Giro ou une Vuelta ou une course sur laquelle ne sera pas Poggi, sur laquelle il aura une armada à son service parce qu'il aura montré qu'il était parfaitement intégré dans l'équipe et qu'il pourra jouer crânement sa chance dès 2027 sur un Giro, sur une Vuelta si tout se passe bien pour lui. Crois-moi bien que ça va pas traîner. UAE, ils savent. Je sais pas si t'es d'accord, Titien. Oui, moi je trouve ce programme UAE, mais après tu pourras nous dire si t'es convaincu, Simon, pas de souci. Moi je le trouve plutôt parfait, la répartition est parfaite. J'ai tellement hâte de voir Pogacar, Del Toro sur le tour. C'est un peu copie conforme l'un de l'autre et je pense que ça peut vraiment faire des étincelles. Ça permet à Isaac Del Toro de faire un début d'année où il va pouvoir, se tester en tant que leader sur les courses d'une semaine, parce qu'il l'a pas vraiment fait cette année. Alors oui, il gagne le Tour d'Autriche, voilà, mais faut rappeler que Isaac Del Toro, avant son Giro, en début de saison, il est équipier, il a aucune performance notable depuis le début de saison. Il fait ce Giro qui le met, le met à la lumière pour le monde entier, et ensuite il court pas pendant 2 mois, il fait une dernière partie de saison, effectivement il fait une razzia, mais encore une fois, sur des courses secondaires, il gagne plein de semi-classiques italiennes,
Et après, sur les grosses courses, que ce soit les mondiaux ou le Tour de Lombardie, il est encore une fois très fort, mais à un deuxième échelon de course, on voit qu'il a encore du mal à tenir la distance, etc. Et son Giro, alors, il fait deuxième, il est très très fort. C'était un Giro qui était quand même pas très montagneux. Il avait pris beaucoup d'avance sur la première partie, et notamment sur cette étape d'Estrade Bianche où il était trop fort. Il a montré des capacités de puncher incroyables. En haute montagne, moi, je l'ai trouvé un peu limité. Et finalement, le Finestré, là où il se gourre un peu, enfin, en tout cas, il perd tout, c'est sa meilleure performance en montagne du Giro. Faut pas oublier que le premier mardi de la troisième semaine, c'est la longue étape vers le Monte, je sais plus comment, c'est l'étape que gagne Scaroni devant Fortunato, là, et où derrière, Del Toro, il craque complètement, hein. Carapace, il attaque, Yates, il attaque, et Del Toro, il pète un après les autres sur une longue étape de montagne à enchaînement de col. Donc voilà, et les étapes d'après, Del Toro, il en gagne une notamment, il reprend du temps dans le final sur des ascensions pour puncher, mais dans les cols, il était en fond de groupe. Et le Finestré, finalement, il est fort, hein, il tient Carapace, mais Yates, il s'envole devant, donc et on saura jamais, encore une fois, si Del Toro, il aurait pu le battre ou pas. Et ensuite, en deuxième partie d'année, Del Toro, il gagne beaucoup d'étapes, de courses par étapes vallonnées. Mais il y a finalement, on voit que sur la Classica San Sebastian, il se fait lâcher par Ciccone dans le dernier mur. Sur le Tour de Burgos, c'est pareil, hein, il gagne le Tour de Burgos, mais parce que Ciccone tombe et perd beaucoup de temps le premier jour, mais au Lagunas de Neila, il est encore battu par Ciccone sur une ascension montagneuse. Donc Isaac Del Toro, c'est un coureur hyper fort qui est hyper polyvalent. Mais je trouve qu'il lui manque des références en haute montagne pour se dire je viens sur un grand tour en tant que leader. Il a créé la surprise cette année, il était très fort et sûrement qu'il a peut-être les capacités à gagner le prochain Giro. Mais pour moi, il y a encore il y a des incertitudes. C'est franchement sur les courtes bosses ou en moyenne montagne, j'ai aucun doute qu'il est déjà dans les 2-3 meilleurs du monde. Sur des courses vraiment longues d'endurance, comme il va y avoir notamment sur l'étape 19 du prochain Giro, et sur des grands cols, moi j'ai encore des choses à voir du côté d'Isaac Del Toro. Pour moi, Joao Almeida me paraît bien plus fiable vu ce qu'il a montré cette année. Il a gagné toutes les courses par étapes d'une semaine, il fait deuxième de la Vuelta, enfin dans les longs cols, il est vraiment très très fort, donc le Giro il lui va bien, et surtout Almeida, en fait... le problème, tu pouvais pas mettre les deux sur le Giro. Pogacar, il a quand même besoin de quelqu'un, d'un excellent grimpeur avec lui sur le Tour. Et Almeida, t'allais pas lui dire, tu refais le même programme que cette année, tu refais toutes les courses par étapes d'une semaine et le Tour de France, t'es équipier, et la Vuelta, pourquoi pas, t'iras jouer. Donc, non, moi, Almeida, il est mûr, quoi. Il a 27 ans, donc il l'a mérité, hein. Voilà, il l'a mérité, donc il mérite ce leadership. Et pour moi, d'ailleurs, ce sera possiblement le plus gros adversaire de Vingegaard sur le prochain Giro, donc il le mérite. Et Del Toro, ça va lui permettre, lui, du coup, d'aller sur des courses World Tour comme Tirreno, comme le Tour du Pays Basque, qui vont très très bien lui convenir, pouvoir essayer d'aller gagner ces courses-là, et ensuite apprendre effectivement aux côtés de Pogacar. Mais moi, j'ai aucune assurance sur le fait que Del Toro, il sera meilleur que Vingegaard ou que les Red Bull sur le prochain Tour de France. Donc je trouve plutôt que le programme est cohérent. Il va avoir 23 ans. Voilà, il fait son premier Tour de France. Peut-être que d'ailleurs, s'il fait podium de ce prochain Tour de France en montrant en montagne qu'il est hyper fort, ça lui permettra ensuite d'être leader, de revenir sur le Giro dans une position de leader. Donc voilà, il y a beaucoup de coureurs qui percent d'un coup quand ils sont très très jeunes, et puis l'année d'après c'est toujours un peu plus dur de confirmer. Là il a pas de pression de leadership cette année, il va pouvoir se faire plaisir sur une première partie d'année, et ensuite vraiment avoir ce rôle de lieutenant de Pogacar. Et puis ensuite Pogacar, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un mec, d'un lieutenant tout le temps en montagne? Cette année Almeida il a vite chuté, et Pogacar il s'est baladé quand même. Donc moi je trouve le programme plutôt cohérent. J'ai hâte de voir en tout cas cette association au Pogacar-Del Toro sur le prochain Tour de France, et Almeida, comme on dit, a mérité pour moi d'être leader. Mais Simon, si t'as encore, on a évidemment le droit de pas être d'accord, donc je sais pas si on t'a convaincu ou peut-être pas du tout. Non mais oui, non mais les deux points de vue se valent. Après moi je reste dans on va dire la certitude que on apprend à être leader en étant leader. On n'apprend pas à jouer. Tirreno et le Pays Basque, hein. Oui, mais sur un grand tour, c'est encore autre chose. Enfin, moi, je prends l'exemple tout bête. Moi, en tant que sportif amateur, j'ai appris à jouer au tennis en jouant au tennis et pas en regardant Nadal jouer. Alors, pourtant, je l'ai regardé jouer une paire de fois. Tu peux pas comparer. Oui, non, mais c'est peut-être une comparaison maladroite, mais je me dis, on peut, même s'il voit Pogacar être leader sur le tour, je sais pas si ça va vraiment dire d'accord, il faut être comme ça, il faut faire ça. Enfin, je sais pas. Après pour faire l'entre-deux, est-ce qu'il aurait pas pu être sur un des deux grands tours
avec Almeida et faire le tour avec Pogacar. Peut-être que deux grands tours d'affilée, peut-être un peu beaucoup pour lui, mais ça aurait pu être une solution pour que justement il puisse avoir à la fois le point de vue de Pogacar et à la fois le point de vue de leader, peut-être co-leader avec Almeida. Voilà, moi, parce que en fait, j'ai juste l'impression que UAE peut encore passer à côté de grands tours en gagnant juste le Tour de France, parce que s'il y a Vingegaard sur le Giro, je vois pas Almeida le battre, et d'ailleurs sur la dernière Vuelta on l'a vu. Et puis après sur le Tour d'Espagne on sait jamais ce qu'il y a comme coureur, mais dès qu'il y a un mec, peut-être un Remco, un Pogacar ou un Vingegaard, voilà, on sait qu'Almeida il est un petit peu en dessous, il suffit qu'il y en ait un des trois qui soit là à chaque fois, et finalement Almeida il fait 2 ou 3 et il gagne pas de grand tour. Donc disons qu'on a plus de chances, en fait avec Del Toro t'as certes une incertitude, mais d'un côté, tu as aussi plus de chances de gagner un grand tour. C'est assez paradoxal. Mais en fait, vu qu'il est plus imprévisible, pour moi, il y avait plus de chances de gagner quelque chose avec un Almeida où tu es sûr du podium, mais tu es rarement sûr de la victoire. Moi, je pense que Isaac Del Toro, il a tout à gagner parce que, oui, tu l'as dit, mais c'est pas pareil que de jouer au tennis ou comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, Del Toro va pas lui apprendre à faire du vélo. Comme l'a dit Titien, oui, alors il a deux, trois points où on doit encore avoir une progression et sûrement qu'elle va arriver vu le talent du gamin. Justement, comme Titien expliqué, les longues étapes, la répétition des efforts, les longues étapes de haute montagne, l'altitude, etc. Oui, effectivement, il y a encore deux, trois points où on doit s'assurer que Del Toro est le meilleur. Mais en fait, il faut bien s'imaginer que la catégorie Grand Tour, c'est pas une catégorie en fait. Il y a le Tour de France et après il y a le Giro et la Vuelta. Mais la pression, en fait, Del Toro, où il va apprendre énormément de Pogacar, c'est la pression des médias, le stress en course. On le sait très bien, les premières semaines du Tour de France, le positionnement, ça frotte, il y a un stress, il y a une pression qui est mise par les équipes. Tout le monde en parle. On le voit chaque année. Et donc, porter le maillot rose sur le Giro, c'est très bien. Il l'a fait et tout, et finir sur un podium, c'est magnifique. Mais enfin, être sur le Tour de France, tu peux pas. En fait, Isaac Del Toro, peut-être un jour, quand le jour où Poggi en aura marre de faire le Tour de France, peut-être que c'est le gars qui vont dire c'est notre leader sur le Tour de France pour jouer la gagne. Parce que Poggi aura pas envie de venir, il aura gagné 85 fois, ou voilà, il voudra faire autre chose, il voudra faire peut-être Giro, Vuelta. Et tu peux pas demander à Isaac Del Toro de dire ah ben oui, t'as été leader sur une Vuelta ou t'as été leader sur un Giro ou comme ça, ou t'as fait des courses d'une semaine comme a dit Titien, et ben tiens, on va te mettre maintenant, voilà, t'es prêt, t'as 25 ans ou je sais pas trop quoi, et t'es prêt, tu vas être leader sur le Tour de France. Non. Le fait qu'il vienne sur le Tour de France en n'ayant pas la pression du leadership, il aura déjà la pression d'être la nouvelle pépite dont tout le monde parle, les médias sud-américains qui vont dire ah notre coureur, notamment mexicain, on est sur le Tour de France et compagnie. Donc le fait de limiter entre guillemets la pression au niveau du résultat en disant ben si un jour t'as une fringale ou que t'es à la traîne ou que finalement ça s'est pas bien passé, etc. Ben, en fait c'est pas grave parce que le patron est là et en fait ben c'est un peu dommage pour ton résultat individuel, mais c'est pas dommageable pour l'objectif de l'équipe qui est de remporter le Tour de France. Et de faire ça, en fait, le fait de faire ça, moi je suis d'accord avec Titien, dans le sens où, oui, il n'aura pas le leadership parce qu'il y a Pogacar, mais ça va lui enlever la pression, il va apprendre ce que c'est d'être sur la plus grande course du monde, de voir comment ça se passe dans le bus, comment ça se passe avec les journalistes, comment ça se passe quand ça frotte, quand il y a une bordure et tout. Et du coup, quand il va arriver sur un autre grand tour, ou potentiellement dans les prochaines années sur le Tour de France, en tant que leader, en espérant que ça se passe bien pour lui, mais voilà, s'il apporte les garanties suffisantes, UAE va pas hésiter, et là, il sera prêt. Et là, ils vont pas gâcher une cartouche en disant, en le cramant, machin, etc. Et je pense que Del Toro, c'est le meilleur exemple de. On a appris avec Ayuso comment voilà. Et pour des raisons du caractère d'Ayuso et qui restons de peut-être des erreurs de management du AE, ben voilà, ça s'est peut-être pas bien passé. Et que là, ben moi je suis assez d'accord. Pour moi, si dans le scénario, voilà, si ça se passe comme UAE veut, c'est vraiment gagnant-gagnant pour l'équipe et pour le coureur. Je sais pas Titien si t'es d'accord. Ouais. Bah écoute, on verra ça, hein, mais moi c'est vrai que c'est un programme qui me plaît de voir les deux en même temps. Puis bah, de toute façon, Almeida, il fallait le récompenser de son année, donc voilà. Mais je pense que voilà, t'as tout dit, Nico. Moi, je suis plutôt d'accord. Les gars, si vous voulez qu'on avance, on va regarder un petit peu les programmes détaillés de chacun, et notamment ce qui nous intéresse, c'est celui de Tadej Pogacar, forcément. Alors, si vous avez vu la saison de 2025 de Tadej Pogacar, on va être à petit peu près sur la même chose, hein, puisque Tadej Pogacar, alors cette année, il va reprendre tard. Alors
c'est peut-être pas annoncé sa course de reprise, mais il va reprendre sur les Strade Bianche, la course qu'elle a déjà remporté les 2 dernières saisons. Bon, bah voilà, on aura à peu près le même scénario que chaque année sur les Strade Bianche, c'est comme ça. Tadej Pogacar, ensuite il sera sur Milan-San Remo, le Tour des Flandres sur l'Amstel Liège, et puis des petites innovations cette année, puisque le Tour de Romandie sera à son programme. Nico, on te laissera en parler après. Pareil, pas de critérium du Dauphiné, qui s'appelle d'ailleurs maintenant le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais le Tour de Suisse pour Tadej Pogacar, le Tour de France, et puis les mondiaux Lombardie en fin de saison. Cette fois-ci, pas de surprise, hein, il a déjà annoncé, normalement, il n'y aura pas de Vuelta, donc on n'aura même pas à se demander comme l'année dernière s'il y sera pas. Les objectifs sont à peu près les mêmes que l'année. On sent 2 choses chez Tadej Pogacar dans ce programme: qu'il veut absolument remporter les 2 classiques qui lui manquent, Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Il a dit que c'était les 2 plus gros objectifs de sa saison, donc voilà, tout va tourner un petit peu autour de ça. Et deuxième chose, Simon, je vais te laisser la parole après, on sent que Tadej Pogacar, il veut marquer l'histoire, il veut aller sur des courses qu'il n'a pas encore gagnées. C'est pour ça que le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, qui sont 2 courses World Tour qu'il n'a pas à son palmarès, sont à son programme cette année. Donc Tadej Pogacar, il veut continuer à se dire, voilà, j'ai tout gagné. Ah ouais, c'est ça. En fait, il donne un peu l'impression qu'il s'en fout des records, qu'il s'en fout de la comparaison avec Eddy Merckx, etc. Mais en fait, au final, on voit bien qu'il veut marquer l'histoire, qu'il veut remporter toutes les courses possibles et inimaginables. Donc évidemment, il y a de l'excitation toujours de le voir faire Milan-San Remo, Paris-Roubaix, parce que il rend, surtout Milan-San Remo, il rend cette course hyper attractive, ce qui était peut-être moins le cas avant. Et puis Paris-Roubaix, évidemment, on attend l'acte 2 du duel avec Van der Poel. Et puis pour les courses suisses, oui, il a gagné déjà un bon nombre de courses par étape d'une semaine. Romandie, il sera peut-être un peu moussé quand même parce qu'il aurait fait toutes les Flandriennes et les Ardennaises. Mais il y aura peut-être une belle adversité aussi. Mais voilà, c'est des courses qu'il est largement capable de remporter. Et moi, je suis content justement qu'il aille sur des courses auxquelles il n'a jamais participé. Moi, je suis plutôt un fan, on va dire, de Pogacar. Donc le fait qu'il aille sur des courses pour étoffer son palmarès, pour rentrer un peu plus dans l'histoire, ça me branche bien. Et le fait que ce soit clair et net qu'il fasse pas la Vuelta, là aussi c'est une bonne chose. Au moins on est fixé. Je pense que lui-même il va se dire voilà, le Tour de France c'est la dernière grosse échéance. Après j'ai un gros moment pour me reposer avant les mondiaux. Peut-être qu'il ressentira moins cette forme de lassitude qu'il a ressenti la saison dernière où justement tout était un peu flou. Là, le fait que tout programme soit bien établi, qu'après le tour il coupe, ça peut aussi lui permettre de garder sa motivation jusqu'au bout. Donc non, moi le programme de Pogacar, je valide pour cette saison. Nico, bah, tu vas pouvoir nous en parler parce qu'il va être beaucoup chez toi. Titien, tu te souviens de la vidéo débrief du Tour de France? Je me souviens, ouais. Oui, on l'avait annoncé, hein. Tu l'avais annoncé on l'avait annoncé sur cette chaîne. Non, mais c'est collectif, Radio Fringale. Quand on fait des gros flops, c'est individuel, mais quand on fait des trucs bien, c'est collectif. On l'avait annoncé, on l'avait dit, Pogacar, il va sur les courses suisses. Alors, à titre personnel, je ne pouvais rêver meilleur programme de Pogacar. Déjà, parce que ça laisse 2 des 3 grands tours où il y aura, voilà, on en reparlera, Vingegaard, Almeida, Roglic, pourquoi pas d'autres coureurs, voilà, qui vont pouvoir remporter des grands tours, donc ça c'est cool. Tour de France, il sera là bien évidemment pour le 5e, il sera le grand favori et tout. Et puis le meilleur, en tout cas moi en tant que fan de cyclisme, le meilleur programme que je pouvais espérer. Il va être sur des courses dont ça va être Strade Bianche, Milan-San Remo, on a dit ça va être sur les classiques, génial, il y aura vraiment de l'adversité, Van der Poel, sur Liège il y aura Remco et on en a parlé dans l'équipe dans l'émission avec les Bora et tout. Et puis, moi, à titre personnel, évidemment, ravi de pouvoir aller voir sur le bord des routes, sur le Tour de Romandie et sur le Tour de Suisse, de pouvoir aller voir Tadej Pogacar. Et en plus, pour le cyclisme suisse de manière générale, ça va apporter beaucoup d'œil médiatique. Pogacar, c'est une superstar, c'est le coureur le plus connu du peloton, c'est le mec qui fait des vues sur les réseaux sociaux et compagnie. Le fait qu'il vienne sur les courses suisses cette année, je ne peux être que content. Ce sera peut-être la seule fois de sa carrière. En tout cas, s'il les gagne, il y a de fortes chances que ce soit la seule fois de sa carrière qu'il vienne.
Mais alors on va en profiter, on croise les doigts déjà pour que la campagne de classique ça se passe bien pour lui et donc qu'il soit à 100% et qu'il n'y ait pas des changements de programme, donc qu'il vienne qu'il vienne chez nous pour courir et on sera ravis de le voir et puis surtout comme je dis le nombre d'attention que ça va apporter. D'ailleurs voilà là, on en a parlé avec l'équipe Bora un petit peu quand on a fait l'émission sur l'équipe Bora, Red Bull Bora. La start list du Tour de Romandie, c'est l'une des plus belles, en tout cas, pas forcément l'une des plus intéressantes, mais l'une des plus incroyables en termes de noms de ces dernières années. Il y aura on a dit, il y aura du Roglic, il y aura du Lipovitz, il y aura du Tiberi, Lenny Martinez et comme point d'orgue de tout ça, Tadej Pogačar, numéro 1 mondial, qui sera sur les courses suisses. Très très content de ce programme et en espérant en plus voilà il va pas trop courir avant les courses suisses puisqu'il va faire que quelques classiques, donc il aura besoin de faire de faire des cols, de faire des jours de faire du dénivelé, de faire des jours de course avec de l'intensité, et quoi de mieux qu'aller sur les courses suisses pour ça et effectivement étoffer son palmarès. Rien à redire, c'est du 10 sur 10 en termes de programme, il y a toutes les courses sur lesquelles on veut le voir et en plus il y a les courses suisses, donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Tadej Pogačar, il me saoule sur la moitié des courses, mais il me hype quand même dès qu'il annonce son programme parce que tu sens que ce mec, voilà, Sur les aussi classiques, fort il te qu'il hype. soit, il veut aller toujours faire des choses différentes et ça c'est chouette. Et j'avais dit dans l'émission d'avant que j'étais très déçu du programme de Remco Evenepoel, qui était très conformiste finalement par rapport à ce qu'il fait depuis de nombreuses années. Ben, Tadej Pogačar, il y a un truc qu'on peut absolument pas lui reprocher, c'est toujours sortir des sentiers battus. Et effectivement, il va un peu redonner des lettres de noblesse à ce Tour de Suisse ou ce Tour de Romandie qui sont parmi les épreuves World Tour, et c'est pas négatif Nico, mais qui sont peut-être pas les épreuves où il y a le plus de grands noms qui s'alignent chaque année. Pourtant elles sont anciennes. Oui, oui, mais quand on compare un Elles Paris-Nice, sont- un Dauphiné, etc., j'ai l'impression que c'est quand même des courses où il y a quand même plus de grands noms chaque année. Le Tour de Romandie, c'est vrai qu'elle est toujours placée entre les classiques et le Giro. Le Tour de Suisse, il y a souvent les coureurs majeurs du calendrier qui lui préfèrent le Dauphiné pour aller s'étalonner. Là, cette année, Tadej Pogačar va également redonner pas mal d'attention sur ses courses. Et comme tu dis, la start list, surtout du Tour de Romandie, va être assez folle, donc ça c'est vraiment super. Et après effectivement moi je suis très très hypé de le revoir sur les Flandres sur les Flandres, oui, mais bon, pour aller chercher une troisième victoire je n'en doute pas, mais surtout sur Milan-San Remo et Paris-Roubaix, parce que pour le coup là où sur d'autres courses on se dit bon, Pogačar il est là, la course elle va vite être pliée, sur ces courses là c'est lui qui va rendre les courses attractives. Je doute pas encore une fois qu'il va attaquer dès la Cipressa cette année. Il va sûrement réitérer ce qu'il a fait cette année, à voir s'il sera couronné de succès ou pas. Et puis sur Paris-Roubaix, c'est la hype, hein, parce que voilà, on sait que sinon on va assister à un solo de 70 km de Van Der Poel à tous les coups. Là, t'as des Pogačar, voilà, il a kiffé l'année dernière, il s'est amusé et ça se voit qu'il pense qu'à ça. Il était déjà sur les pavés de Roubaix en décembre, là, en reco. Il l'a dit. Il s'entraîne sur les pavés toute l'année, quoi. Ah non, mais là, il l'a dit en interview, hein, je préfère gagner Paris-Roubaix qu'un 5e Tour de France. Je crois vraiment que c'est... Franchement, s'il gagne Milan-San Remo et Paris-Roubaix cette année, il aura un petit peu fini le jeu. Il lui restera la Vuelta, voilà, comme dernier grand objectif, mais j'ai pas de doute que le jour où il ira sur au départ de la Vuelta, voilà, il la gagnera. Donc non, c'est un programme très très conforme. J'aurais bien aimé qu'il laisse de côté l'Estrade Bianche. C'est une course que j'adore, mais qui malheureusement, depuis, on va pas se le cacher, hein, depuis 2-3 ans... on s'intéresse plus à la bataille pour la deuxième place que à la première, malheureusement, et c'est un petit peu dommage pour cette course. Il adore l'Estradé. Voilà. C'est sûr qu'il adore l'Estradé, mais encore une fois, voilà, j'ai peur qu'il écrase encore une fois la course et que malheureusement ça la rende un peu moins intéressante. Mais voilà, et puis. Tu penses pas qu'il y a juste l'ego du champion, Titien? Genre en mode, je suis tombé l'année passée. Oh non, mais c'est juste que cette course, elle lui va comme un gant. L'Estradé, c'est avec peut-être le Tour des Flandres, c'est la seule course de l'année où c'est forcément le plus fort qui gagne. C'est tellement dur. Et surtout depuis que le parcours d'Estradé depuis 4-5 ans a été redurci là, avec un tour en plus, voilà, des coureurs comme Van Der Poel, Van Aert, maintenant ils y auraient plus aucune chance. Et Pogačar, il se régale, hein, sur un parcours comme ça. Donc, donc franchement, il va devenir pour un long temps, je pense, recordman
de victoires sur ces stradés. Donc non. Et puis après, en fin de saison, bah logique, il a compris Tadej Pogacar que malgré tout, les saisons, c'était voilà mentalement, il fallait continuer à suivre. Donc après le Tour de France, il préfère annoncer directement qu'il fera pas la Vuelta pour se concentrer sur des championnats du monde. On va pas se le cacher, ou à mon avis, on peut déjà lui redonner le maillot, hein, parce qu'à Montréal, vu ce qu'il nous a fait cette année sur le Grand Prix de Montréal, il va se régaler. Et puis le Lombardie, bah voilà, pour un 6e succès d'affilée. Voilà, une saison encore pleine de belles choses pour Tadej Pogacar. Ça vous hype, vous, la promesse d'un 5e succès record sur la grande boucle, ou c'est pas quelque chose qui... Puisque, enfin, grosso modo, la question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que ça vous hype, et surtout, est-ce que pour vous, il a déjà gagné, Simon? Bah oui, je vois pas d'autres coureurs aller gagner ce Tour de France. En fait, on sent qu'il est même pas une jambe au-dessus. Là, il est 3 jambes au-dessus de tout le monde. Même Vingegaard maintenant, on va dire, passe pour un cadet, quoi. Donc oui, c'est pas. Je pense que tout le monde a plus les regards tournés vers Milan-San Remo et Paris-Roubaix, là où justement il est pas sûr de gagner. Il verra évidemment pour juste le fait de rentrer dans les livres d'histoire. On l'attendra un petit peu sur ce Tour de France, mais bon, quand il aura plié la course dès la première étape un peu difficile, bon bah voilà, on sera tous, on n'aura pas éteint notre télé, mais enfin, on regardera qu'à moitié parce qu'on saura déjà qui a gagné. Donc bon, finalement, ça sera un moment historique, mais pas forcément extraordinaire à avoir, quoi. Ouais, Nico, t'es dans le même état d'esprit? Ah, c'est juste que même, je pense que même pour Pogacar, je pense que si tu regardes son calendrier, je pense que c'est la course qui la hype le moins. Et c'est terrible à dire quand Bah, c'est la c'est plus grande terrible, course hein. du monde. C'est la plus grande course du monde, mais on lui dit, en fait, je pense que c'est dans son contrat. Alors, on te laisse faire tout ce que tu veux, Puggy, mais par contre, le Tour de France, non, ça c'est pour le sponsor, voilà, parce qu'effectivement, la relève, on l'a parlé dans le début de l'émission, les taureaux, machin, etc., ils sont pas encore prêts à être leaders sur le Tour de France, donc si UE veut une garantie de gagner le Tour de France et Pogacar de remporter son 5e Tour de France, machin, etc., on va le dire tout de suite, hein, si Pogacar est en forme avec les rumeurs, Vingegaard sur le Giro, à voir comment ça se passe, Remco avec Labora et tout, mais vu la marge qu'il a, c'est même plus une marche, c'est un canyon. S'il est en forme, de nouveau, hein, il y a toujours la jurisprudence, je me fais le poignet sur Liège, on touche du bois, mais voilà. S'il est en forme, il n'y a pas de suspense. Je veux dire, il va gagner son 5e Tour de France si la course est régulière, de nouveau, hein, sans chute, maladie, etc., etc. Mais si ça se passe comme les 2 dernières années, à la régulière, il est absolument imbattable sur le Tour de France, surtout avec un programme qui est orienté en 2e partie de saison pour le Tour de France. Il n'y a pas de je fais le Giro avant ou je fais toutes les classiques depuis début mars jusqu'à fin avril et tout. Là, il en fait quelques-unes, les monuments, notamment ceux qu'il n'a pas gagnés. Donc, il sera encore frais. Et effectivement, il a dans cet esprit d'aller au championnat du monde après encore et tout. Pour égaler Peter Sagan et remporter 3 maillots arc-en-ciel de suite. Donc oui, le Tour de France, c'est dans son contrat, tu dois le faire, voilà, machin, etc. Mais c'est sa seule course, on va dire, de 3 semaines, et, enfin, en tout cas très exigeante en termes d'enchaînement de la saison. Et effectivement, s'il est en forme, bon, ben, ça va être une procession. Après, il y aura peut-être d'autres choses à voir sur ce Tour de France. On en reparlera sur Radio Fringale. Mais effectivement, au niveau de la victoire, si Pogacar est en forme, bon, bah, c'est plié, quoi. Eh ben écoutez, vous, quand le week-end, vous avez une demi-journée, c'est la corvée de ménage chez vous, bah Tadej Pogacar, pour lui aller sur le Tour de France, c'est la corvée de la saison, voilà, si irréaliste que ce soit. Donc voilà, je pense que pour Tadej Pogacar, on a fait le tour, on a commencé à parler tout à l'heure du programme d'Isaac Del Toro, donc il fait l'Estrade Milan-San Remo, mais là on peut se douter que ce soit plutôt en lanceur de Tadej Pogacar, même s'il pourrait aller chercher un accessite. Par contre, Del Toro, c'est intéressant, comme on l'a dit, il enchaîne UAE Tour, Tirreno Adriatico, le Pays Basque et le Tournoi Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec ce critérium du Dauphiné. Il peut tous on va voir ce qu'il vaut. il peut toutes les taper, ces courses, ou pas pour vous, Simon? Euh, oui, alors à voir après qui s'aligne aussi, voir s'il y a Pour d'autres l'instant, on a leaders du Roglic et du Ayuso comme principal adversaire sur notamment Tirreno et le Pays Basque. Ouais, bah Roglic, ça peut quand même être embêtant parce que Roglic, c'est quand même spécialiste des courses d'une semaine. Mais oui, en effet, pour se faire la main en tant que, bah, vous l'aviez dit, en tant que leader, notamment sur des courses sur le Tour, c'est intéressant. Oui, alors, il y aura un beau duel avec Roglic, justement, je pense que ça sera intéressant.
Après, le Tour de France, donc visiblement, il n'y a pas grand-chose d'autre de prévu. Sa saison pourrait se finir finalement assez vite. Mais Oh, il c'est y vrai aura que les vu que la mondiaux. première partie... Ouais, il y a les mondiaux, bah, c'est pareil. Oui, c'est comme Pogacar au final. Et oui, de grosses premières parties de saison sur lequel il peut en gagner, je pense, une ou deux. Alors, gagner les trois, très honnêtement, bon, je pense que c'est quand même un peu ambitieux. Comme vous le dites, ça reste encore un coureur qui doit confirmer tout ce qu'il a bien fait en 2025. Mais oui, l'UAE, notamment, UAE, il y a rarement une concurrence extraordinaire. Donc je pense que l'UAE Tour, il peut aller le gagner, surtout pour le sponsor, etc. Voilà. Après Tirreno, on sait qu'il y a des conditions climatiques un peu particulières. Donc des fois, au début de saison, on peut être surpris par certains états de forme. Puis bon, après, c'est vrai que le Tour du Pays Basque, ça peut bien lui convenir aussi, justement, avec ses qualités de puncher. Donc oui, non, allez, pourquoi pas l'UAE Tour et le Tour du Pays Basque si je devais miser sur 2 victoires sur 3. Nico? Comme je dis, très content de ce programme de Del Toro. Ils veulent le tester. C'est exactement le programme qu'il faut pour le tester. Il y a des courses qui lui conviennent déjà ou sur lesquelles il peut se rassurer et se comparer aux meilleurs coureurs du monde. Il va y avoir un très joli duel Ayuso, puisque Ayuso, il le croise sur 3 courses cette année. Alors évidemment, au Tour de France, c'est encore autre chose, mais il y aura, je pense qu'il y aura un petit duel dans le duel. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'ils ont bien fait de miser sur moi? Est-ce que Ayuso, il va être revanchard et compagnie en disant, bah, vous allez voir, je suis meilleur que le gamin et compagnie. Donc moi je vais le regarder d'un coin de l'œil quand même. Le Ayuso sur les courses d'une semaine, là, le Ayuso Del Toro arbitré potentiellement par des Roglic ou des Pellizzari. C'est un des trucs que je vais regarder ce printemps. Mais non, rien à dire de plus que Simon. On va pas s'étaler. Excellent programme. Ils veulent le tester sur des courses vallonnées, sur des courses d'une semaine, avec également aussi des longs cols. Hein, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc le ex-Dauphiné. Il y a 2-3 belles étapes de montagne. Donc, ravi. Et si je devais faire un pronostic, je dirais à peu près, je pense qu'il peut, sur ce programme, il peut en gagner 2. Je dirais au moins une course d'une semaine, déjà, ce serait pas mal, à World Tour, à son palmarès, et potentiellement 2. Très bien. Eh ben, écoutez, on va s'intéresser au programme du dernier des trois leaders. Donc, Joe Almeida, on l'a dit, un Giro Volta. En début de saison, il fera le Tour d'Algarve, Paris-Nice et le Tour de Catalogne. Donc, la montée en puissance assez traditionnelle vers le Giro. Ma question que j'ai envie de te poser, Simon, c'est est-ce qu'à ton avis, UAE va gagner les 3 grands tours cette année? Ah, si je suis ma logique de tout à l'heure, pour moi non. La logique des choses, ça serait que qu'Almeida, quand même, on lui donne ce rôle de leader sur 2 grands tours, au moins qu'il aille en chercher un. Parce que voilà, on le récompense, mais lui derrière, il faut aussi qu'il remercie d'une certaine façon son équipe de lui faire confiance. Donc au moins chercher soit le Giro, soit la Vuelta. Et puis bon, après derrière, Paris-Nice, Tour de Catalogne, c'est des courses, on le sait, qu'il peut gagner parce que c'est un gros spécialiste des courses d'une semaine aussi. On l'a vu l'année dernière, il en a gagné une paire. Donc voilà, au moins deux courses par étape d'une semaine et au moins un grand tour. Je pense que ça ferait une saison réussie pour Almeida. Mais par contre, s'il ne gagne pas de grand tour, ben moi je resterai sceptique quant au choix du programme. Très bien. Et tu pourras nous le redire en fin de saison. Nico? Alors moi, je me mets à la place d'Almeida. Almeida doit être très content de son programme. Parce que bah, déjà il fait des courses au Portugal dans son pays et on sait que ben il est assez connu là-bas, il est bien considéré. Il fait quasiment que des courses, à part peut-être le Giro, mais il fait que des courses où au niveau de la météo ça lui convient parfaitement. Il fait chaud, c'est tranquille, il se tape pas. Pour une fois, Almeida ne se tape pas les courses suisses cette année. Le Tour de Suisse dégueulasse de juin où il fait 7 degrés avec de la pluie comme on connaît chez nous. Là, il va pas le faire. Il va faire que des courses au soleil. Ben, littéralement, la course au soleil, Paris-Nice. Donc, si je suis à la place d'Almeida, je suis très content. J'ai mon leadership avec des grosses équipes. Évidemment, je suis dans la plus grosse formation du monde. Donc, quand j'ai des équipes, ben, des mecs à mon service, mais de toute façon, c'est des gros coureurs ou des gros talents. Le Giro, la Vuelta, je vais pouvoir jouer ma carte et en tout cas avec objectif de jouer le podium et éventuellement, comme tu l'as dit, la victoire. Bien sûr, il ferait partie des favoris. Enfin voilà. Non, bah rien à redire. On l'a dit tout au long de ces missions, hein, le programme il est cohérent, les coureurs ils savent où on les attend, les objectifs ils sont hauts mais ils ont les moyens de leurs ambitions. Je vois pas que grand chose à redire. J'espère pour Almeida que ce sera la saison sur laquelle il va remporter un grand tour.
Il y aura quand même un peu de pression parce que, comme l'a dit Simon, c'est peut-être le point où je suis d'accord avec lui. Si Joe Almeida rate le coche cette année encore, ce qui peut arriver, hein, peut y avoir des meilleurs coureurs, peut y avoir des conditions qui sont pas optimales, voilà, il peut tout arriver. Là, il a vraiment une occasion en or avec cette double Giro Vuelta et peut-être une concurrence qui est peut-être un peu moins féroce que d'autres années, entre une nouvelle génération qui est plus jeune qu'Almeida, qui doit encore faire ses preuves, et peut-être des Vingegaard et des Roglic un peu moins écrasants, on va dire, que d'autres années. Ça reste très très fort, hein, on va pas se mentir. Mais peut-être que là, il a cette année le trou de souris pour mettre son nom au palmarès des vainqueurs de Grand Tour. Et il aura 2 occasions de le faire, si tout se passe bien pour lui, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais, bah moi je pense qu'ils feront pas les 3 grands tours non plus. Je pense qu'il gagnera pas le Giro. Enfin, alors Jonas Vingegaard n'a pas encore confirmé son programme, donc on va attendre un peu. Ça va venir dans les jours à venir, mais grosso modo, ouais, s'il est face à Jonas Vingegaard, je pense quand même que Jonas Vingegaard, qui n'aura pas le Tour de France dans les pattes, parce qu'il faut rappeler que Et cette il est année, meilleur, hein. Vingegaard, il avait dû batailler avec Pogacar avant de venir sur la Vuelta. Je pense qu'il sera un peu au-dessus de Joe Almeida. Par contre, sur la Vuelta, un Joe Almeida reposé, qui n'aura pas fait le Tour de France, bah, du coup, il n'y aura pas Vingegaard sur la Volta, puisqu'il aura potentiellement déjà fait Giro Tour. Il n'y aura pas Tadej Pogacar. Il y aura, oui, Primoz Roglic. Bon, Lipovic, Remco, je doute un peu aussi s'ils font le Tour de France. Ils préparent sûrement la fin de saison. Mais il a une occasion en or, là. Ah bah là, franchement, si vraiment il y a son principal adversaire, c'est Primoz Roglic, il y a quand même une occasion à pas louper pour Joe Almeida. En tout cas, c'est sûr que si avec ça, il gagne pas un des 2 grands tours et qu'il rate un petit peu son année, c'est clair que je pense que l'année d'après, en 2027, il redeviendra plutôt un formidable équipier pour Tadej Pogacar, mais qu'on lui laissera moins sa chance, surtout que on va en parler. Il y a des jeunes qui vont bah voilà, dans l'équipe qui ont les crocs cette année. Si on regarde un petit peu justement ces jeunes, Nico, alors je sais que toi tu les suis de près parce que notamment il y a un de tes chouchous de Suisse, Ouais. Yann Christen. C'est une équipe où on va retrouver Yann Christen qui sera sur le Giro. On va Premier retrouver grand tour. Antonio Morgado sur le Giro. Est-ce que c'est des jeunes, à ton avis, qui vont exploser cette année, Nico? Alors moi, la team du... Moi, je vais le regarder, comme j'ai dit, au-delà d'Almeida, qui est pas forcément le coureur qui me hype le plus ou comme ça. Moi, l'équipe qu'ils ont annoncée sur le Giro, ah, je vais la regarder. Je vais la regarder comment ils se débrouillent les coéquipiers entre Morgado, Arietta, Kristen, Jay Wine et compagnie. Là, il y a parmi les coureurs que j'aime le plus suivre à UAE, comme je dis, pas forcément le leader Almeida qui va essayer de remporter le Giro, même si ce sera pas le grand favori a priori s'il y a Vingegaard. Mais clairement, alors premier grand tour cette saison pour Jan Kristen. Enfin, on espère du côté suisse qu'il a pris un peu de plomb dans la tête, voilà, parce que ça reste un très jeune coureur. Ça reste un très jeune coureur, il a 21 ans. On espère qu'il a pris un peu de plomb dans la tête. Il va apprendre sur Grand Tour. Tu parlais de, bah, moi je vais vous laisser après parler d'autres jeunes coureurs, mais le programme de Jan Kristen, on ne le connaît pas en détail encore. Ça va dépendre de sa forme, ça va être comment il évolue, mais a priori il est prévu sur le Giro et clairement, bah, je vais le regarder là-dessus. Et alors, petit point, je ne sais pas si tu veux réagir dessus, Titien ou Simon, si vous voulez réagir dessus, mais très, très étonné de voir comment va rebondir Antonio Morgado, qui est quand même un gros talent sur les classiques, de voir comment va rebondir Antonio Morgado après son très bon début de saison 2025, et puis après il a disparu de la circulation ou presque, à voir comment il a digéré ça. Et c'est un des premiers coureurs du AE qui va être mis, voilà, il va commencer très tôt sa saison dès la fin du mois de janvier, donc on va très vite avoir des réponses, hein. Dès le mois de février, on saura à peu près dans quelle disposition sera ce coureur, mais comme dit, gros talent, portugais, 21-22 ans, donc lui aussi il est en pleine progression, et à voir comment il va exploser, oui ou non. Grosse curiosité sur Antonio Morgado cette saison. Ouais, juste avant de passer la parole à Simon, Nico, est-ce que tu peux nous guider un peu sur le profil de Yann Christen? Moi, je me demande toujours si c'est un grimpeur, un puncher, et c'est quoi enfin, son véritable profil, parce que c'est un coureur, tu vois, il a plein de talent, mais j'ai du mal à comprendre.
Alors Yann Kristen, à la base, c'est un spécialiste, c'est un grimpeur puncher, un peu, en fait, c'est un profil un peu à la Del Toro, en gros, voilà, mais un peu moins avancé dans son développement. Est-ce qu'il a plus ou moins de talent, ça on verra. Del Toro, ça a l'air quand même d'être un talent incroyable, mais au niveau du profil, même au niveau du profil physique, c'est-à-dire 1m80, 1m82, 1m83, la petite soixantaine de kilos, donc c'est un profil vraiment de coureur explosif. On l'a vu sur la Flèche Wallonne l'année passée, souvenez-vous, dans lequel il fait le café pour le patron. Donc il a ce profil vraiment typé de coureur suisse à la Mark Hirschi, mais Mark Hirschi quand même plus un coureur de course d'un jour. Yann Kristen, c'est encore quelqu'un qui doit on va le voir sur Grand Tour. C'est la question qu'on va se poser, cette question. Est-ce que Yann Kristen est un vrai coureur de course par étapes qui peut un jour jouer la gagne sur un Tour de Romandie, un Tour de Suisse et pourquoi pas une Vuelta ou ce genre de profil? Est-ce que vraiment il a ce profil de grimpeur, de coureur qui peut tenir sur 3 semaines et jouer la gagne? Ou est-ce que Yann Kristen, finalement, les courses par étapes, c'est peut-être pas, en tout cas de plus d'une semaine, c'est peut-être pas son style, et que finalement, il y a peut-être, comme il y a à Mark Hirschi, s'orienter plus vers des courses d'une semaine, type Flèche Wallonne, classique San Sebastian ou ce genre de courses. D'après ce qu'on en sait, en tout cas des entraîneurs, ça reste quand même quelqu'un qui aime la répétition des efforts et qui aime la répétition des ascensions, notamment sur des courses par étapes montagneuses, ou en tout cas sur les courses d'une semaine. Je ne serais pas étonné qu'un jour on donne à UAE un jour le leadership sur, bon, cette année pas parce qu'il y a Poggi, mais sur un Tour de Suisse ou un Tour de Romandie, vraiment en étant le leader pour le tester, en disant va nous chercher la gagne et on regarde ce que ça donne. Donc a priori un profil puncher grimpeur qui peut remporter des courses d'une semaine à terme. La grosse interrogation, c'est les courses de 3 semaines. Ok, merci Nico. Simon, est-ce que toi, il y a des jeunes de chez EF, en tout cas, il y a des coureurs que tu vas suivre attentivement cette saison? Les coureurs sur lesquels on peut se poser des questions, c'est notamment Benoît Cosnefroy. Est-ce qu'il va, comme vous l'avez dit, tout rafler en seconde zone? Est-ce qu'il va être finalement un simple équipier, entre guillemets, une sorte de Pavel Sivakov, si on fait le comparatif avec un autre coureur français? Je sais pas, j'ai vu qu'il était quand même annoncé sur les Ardennaises. Alors est-ce que voilà, ça sera une rampe de lancement pour Pogacar? Pareil pour les jeunes dont parlait Nico sur le Giro, c'est vrai que c'est très intéressant, on va dire, cet assemblage de jeunes coureurs, parce que on va vraiment pouvoir, entre guillemets, les comparer entre eux pour savoir lequel a peut-être plus les épaules pour devenir un futur grand coureur. Alors ça peut peut-être partir aussi un peu dans tous les sens, parce qu'ils peuvent très bien avoir tous envie d'aller chercher une étape en échappée, ou ça se trouve ils vont tous exploser parce qu'ils ont tous pas la caisse pour faire une course de 3 semaines. Donc ça peut être assez intéressant. Et puis non, derrière c'est quand même du assez classique. C'est vrai que Morgado, c'est aussi une interrogation. Est-ce qu'il va être capable de se relancer après un bon mois de février dernier et puis derrière disparition? Donc est-ce que c'était une mini étoile filante du mois de février 2025, ou est-ce que ce sera vraiment un futur gros coureur de classique? Savoir. Donc c'est vrai que dans cette équipe, en effet, il y a Pogacar qui monopolise un peu toute l'attention, mais c'est vrai qu'il y a plein de coureurs à suivre individuellement pour voir est-ce qu'ils vont se relancer, est-ce qu'ils vont exploser, ou au contraire est-ce qu'ils vont décevoir. Donc non, cette équipe UAE, finalement, elle est plus intéressante qu'elle en a l'air en surface. Et toi, Titien, qui c'est que tu vas regarder cette saison, Titien, toi? Moi, Yann Kristen, je vais le suivre parce que c'est un coureur qui me fascine. Il me fascine. Enfin, voilà, cette capacité à attaquer de manière no-brain. Voilà, j'espère qu'il saura se canaliser. Et c'est un coureur dont, comme je t'ai dit, j'ai du mal, moi, à cerner à la fois le potentiel, les limites, le profil. Donc, j'ai hâte de voir si vraiment, potentiellement. Ouais, non, mais voilà, c'est hâte de le voir sur son premier grand tour. Après, j'attends beaucoup de Pablo Torres, forcément, parce que il a déçu l'année dernière. Alors, il est très jeune, mais il faut pas oublier qu'avant que Simon Yates fasse son étape incroyable, la 20e étape du Giro, c'était lui qui avait le com du Finestré sur le Tour de l'Avenir, qui ne remporte pas l'année dernière face à Joe Blackmore, mais c'était clairement lui le plus fort. Faut pas oublier que sur une seule ascension, il a mis 4 minutes à tout le monde. Donc voilà, un peu décevant la dernière, alors qu'on l'annonçait pour tout casser, mais il a que 20 ans, donc on va voir si ça va être un vulgaire Leonardo Piepoli. J'espère qu'il finira pas comme lui, mais voilà, ou non, si ça va être vraiment un leader à en devenir dans cette équipe. Et puis
tu vois, bon, j'ai hâte de voir aussi si Adam Yates, c'était vraiment le champ du cygne l'année dernière et si ça va devenir. Je veux bien votre avis d'ailleurs. Est-ce qu'Adam Yates, pour vous, ça y est, c'est les ambitions en grand tour, c'est terminé. On sait qu'il va faire le Giro et le Tour. Ou est-ce que c'est vraiment devenu le nouveau Rafał Majka de l'équipe ou C'est trop est-ce ça. qu'on peut encore J'ai en la même attendre take. Pour moi, c'est le nouveau Maïka. Ouais. Et Simon, t'es un peu d'accord. C'est les classements Ouais, généraux, ouais, c'est fini. oui, non, je pense que ça fait déjà au moins 2 saisons qu'il est vraiment plus trop au niveau pour aller chercher vraiment ne serait-ce qu'un podium. Ouais, bah, je pense qu'on est assez d'accord. Et moi, il y a un coureur que j'ai fait aussi, c'est Brandon McNulty qui est, j'ai l'impression, toujours un coureur un peu sous-estimé. Mais quand je vois ce qu'il a fait au Grand Prix de Montréal cette année, il était ultra fort. Il gagne. Bon, c'est Pogacar le laisse gagner, mais il était trop fort. Et puis derrière, il enchaîne, il remporte, je crois, le Tour de Slovaquie et le Tour du Luxembourg. Donc voilà, on sait qu'il sera sur le Tour de France pour aider Pogacar, mais je pense qu'il va faire de nombreuses courses par étape tout au long de la saison, Brandon McNulty, et c'est typiquement le genre de coureur qui pour moi peut aller chercher une course par étape World Tour avec son profil. Alors ce sera pas le Tour de Romandie non plus, mais McNulty sur un Paris-Nice par exemple, surtout avec le Paris-Nice de cette année qui sera avec un contre-la-montre par équipe et peu de montagne, je pense vraiment que c'est le type de coureur qui est passé pas loin là, il y a 2 ans sur Paris-Nice, qui termine 3e derrière Remco et Jorgensen, mais voilà, je pense vraiment qu'il va pouvoir aller chercher une victoire sur une course par étape World Tour. Il a déjà le Tour de Pologne, mais bon, voilà, Tour de Pologne, c'est pas les grandes courses de l'année, donc voilà, je l'attends vraiment pour aller, pourquoi pas en claquer une. Je le trouve très 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 fort et souvent assez sous-estimé comme coureur. Mais encore une fois, voilà, bon, bah, quand on regarde les effectifs, l'équipe du Tour de France, voilà, avec Narvaez, Del Et Toro, Wellens, monstrueuse. McNulty, c'est voilà, et puis effectivement, un Florian Vermeersch aussi, 4e de Paris-Roubaix, 5e de Paris-Roubaix l'an dernier, dans le groupe qui se termine pour la 3e place avec Pedersen et Van Aert. Hâte de voir si, pourquoi pas profiter d'un marquage, Pogacar, Van Der Poel, voilà, il y a plein de coureurs qui sont hyper intéressants dans cette équipe, et puis hâte de Moi, je voir trouve aussi, hallucinant. s'ils vont gagner, s'ils vont arriver aux 100 victoires. Ils ont fait 97 cette année. L'effectif, c'est pas amoindri. Ayuso, certes, il avait ramené 7-8 victoires dans l'année, mais il y a bien des coureurs qui sont capables de faire plus. Del Toro, avec son programme, je pense qu'il fera moins de victoires malheureusement, mais il y a toujours des coureurs qui se révèlent. Cosnefroy, il peut aller en chercher 5-6 sur des semi-classiques. Donc Ce serait voilà, tellement bien. il va falloir voir un petit peu tout ça, et j'espère juste que bah voilà, ils vont laisser un petit peu aussi à la concurrence, voilà, malgré tout. Qu'est-ce que vous pensez côté français, là, rapidement, pour terminer l'émission, qu'est-ce que vous pensez côté français de la signature de Cosnefroy c'est mais pas pour UAE, hein, on a déjà parlé, mais pour lui, un mal ou un bien, quelque part, pour sa carrière, vu qu'il a la moitié de sa carrière, à peu près, Benoît Cosnefroy. Bah, vas-y, Oui, Simon. bah, étant donné qu'il était. Enfin, c'est compliqué de dire qu'il était un échec parce qu'il a des pépins physiques, mais ça faisait quand même avant ces pépins physiques, c'était quand même un petit peu moins bien chez Decat, surtout que là, c'est une équipe Decathlon, c'est une équipe quand même qui se renouvelle beaucoup là, cet hiver. Voilà, je pense que ils ont fait un peu le tri, c'était le bon moment pour lui aussi, bah, peut-être de changer d'air. On le voit, il y a quand même beaucoup de coureurs qui ont toujours été dans une structure et qui finalement, bah, au bout d'un moment, bah, tu te lasses en fait, inconsciemment, ton corps peut-être se lasse, s'habitue et t'es moins performant. Donc, un autre challenge, je pense que c'est toujours intéressant. Et quand tu es dans la meilleure équipe du monde, qui a fait que beaucoup de coureurs bons, mais pas excellents, se sont vraiment bien relancés, tu te dis pourquoi pas pour Cosnefroy. Donc, je pense que la plupart des suiveurs des Français apprécient ce transfert, dans le sens où Cosnefroy va peut-être retrouver un peu le niveau qui a été le sien il y a quelques années. Et tiens, grosse question pour toi, est-ce que Benoît Cosnefroy peut nous faire une Marc Hirschi il y a 2 ans et tout remporter sur les classiques de seconde zone? C'est difficile à dire parce qu'il revient de Il blessure. a le On bon va profil, déjà. hein. Moi, j'espère déjà revoir un Benoît Cosnefroy compétitif. En fait, il y a plusieurs steps. Il y a soit Benoît Cosnefroy, c'est fini pour lui, soit déjà il redevient compétitif, soit il redevient compétitif et il gagne, soit carrément ça devient un nouveau Jonathan Narvaez et c'est lui il a un niveau incroyable toute l'année, il est pris sur le Tour de France et c'est lui qui lance Poggi dans le Tourmalet avec Oh, une accélération l'espoir. dévastatrice et voilà. Là, t'es Non, non, mais ambitieux, là. pour moi, si déjà on retrouve un Cosnefroy qui retrouve Compétitif. son niveau, c'est fou. Et si vraiment il a retrouvé son niveau et qu'en plus il a un petit peu le bonus équipe UAE, notamment on sait que dans cette équipe ils sont tellement nombreux que bah, forcément quand il y en a un qui attaque derrière, il y en a toujours deux
pour casser un peu les relais derrière, et souvent celui qui est parti il s'impose, donc il peut jouer là-dessus, Benoît Cosnefroy, et voilà. Donc mais déjà le revoir compétitif ferait plaisir, parce qu'on se souvient qu'en 2024 il était trop fort, hein. Ça avait fait scandale qu'il soit pas sélectionné dans l'équipe des JO de Paris, parce que vraiment il avait fait un début d'année de fou, et Il se simplement fait sauter sur la flèche, ouais. l'Amstel. Il se fait sauter sur Oui, l'Amstel. mais l'année dernière, en tout cas, voilà, c'est surtout dû à des blessures. Donc, qui redeviennent compétitifs. Après, c'est clair que c'est un transfert que moi, j'avais absolument pas vu venir, mais je pense que personne n'en Personne l'avait l'a vu vu. venir. Donc, ça va être une des curiosités, mais écoute, je lui souhaite. Je lui souhaite le meilleur. Les gars, il va falloir conclure cette émission tout simplement, parce que voilà, moi je vais devoir vous laisser. On va rendre l'antenne, mais dans tous les cas, je pense que voilà, après 1h10 d'émission sur AE, qui même s'il y a eu un mercato assez léger, bah voilà, on a réussi à tenir 1h10 d'émission. Il y a toujours plein de choses à dire sur cette équipe. Je vous remercie les copains de m'avoir accompagné dans cette émission qui analyse le mercato du AE et qui fait la preview de sa saison 2026. On verra en fin de saison qui a plutôt été dans la raison et qui a plutôt été dans le tort sur les programmes des coureurs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner en cliquant sur la cloche, à liker cette vidéo pour toujours être mieux référencé. On vous remercie évidemment, à commenter. Dites-nous si les programmes ils vous conviennent, si vous êtes plutôt d'accord avec Simon, avec Nico, moi sur le programme de Del Toro, si pour vous il va remporter les 5 monuments, les 3 grands tours, ou si au contraire ça va être un flop par rapport à l'an passé, même si je pense qu'on en doute un peu tous. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour l'émission Mercato du preview d'une nouvelle grosse équipe. Merci de nous avoir suivis. Merci Simon, merci Nico. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite. Et en attendant, pensez à vous alimenter, car à la fin, Galguette. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.